organisé le congrès de la Soumane, il faut bien savoir que c'était en 1956, une partie de l'Algérie était déjà sévèrement maillée par l'armée française. C'était la quasi-totalité de la direction politique de la révolution algérienne qui était là-bas, c'est-à-dire si on les avait neutralisés, c'était réglé. Il y avait 6 ou 7 personnes à Tunis, les quelques 5 personnes qui étaient arrêtées dans l'avion, et tout le reste était à la Soumane. Ben Mehid, Saïd, Kélimou, Amran, Ben Toubal, Ben Ouda, Zéro Youssef, et j'en parle. Bon, et j'en passe. Il a rempli cette mission avec une régularité, une efficacité, une sécurité absolument inimaginable. Alors qu'une des plus grandes casernes de la vallée de la Soumane Madame, c'est comme ça, Zaramparan était à 5-6 km à vol d'oiseau. Mobiliser 3000 hommes armés. Faire en sorte que pendant 2 semaines, la direction du FLN puisse se réunir, se concerter, assurer sa sécurité, faire manger 3000 hommes. Alors qu'à l'époque, l'alimentation était rationnée. Moi, j'ai le souvenir, si on égorgeait une poule, il fallait la déclarer à l'adjudant, c'était à ce point-là. Ça supposait avoir une connaissance du terrain, une adhésion de la population à toute épreuve. Alors je me suis dit, comment cet homme-là, à 29 ans, il a pu faire ça? Je n'ai pas trouvé de réponse. C'est Abdelhamid Jouadi qui me l'a donné. Moi qui suis psychiatre, j'ai fait faux sur ce registre-là. Il m'a dit, je me suis posé la question parce qu'il était jeune avec lui. Il me dit, j'ai regardé. Et je pense qu'il a donné la solution. Il m'a dit, quand il nous parlait de son passage à l'Ouest, quand il nous parlait de son passage en France, etc., en fait, c'était un monsieur qui s'est conditionné depuis toujours pour cette mission. Et on m'a fait un autre reproche, on m'a dit, cet homme-là, c'est un saint. Il n'a jamais eu de tentation dans sa vie, il n'a jamais bu, il n'a jamais dragué, il n'a jamais fait essayer de faire une boutique pour lui-même, un projet de vie, etc., etc. Mais je vous jure que je n'en ai pas parlé parce que je n'en ai pas trouvé. Et Jouadi a trouvé le truc. Il m'a dit ici, il a écrit, j'ai retrouvé d'ailleurs dans l'écrit, il dit, je pense avoir compris qu'il s'est conditionné à un point tel que le jour où il a été investi de cette responsabilité, en fait, psychologiquement, il avait déjà joué 10 fois le film dans sa tête. Il était prêt à assumer ses fonctions comme s'il y avait été préparé par l'entraînement ou par une autre formation. Donc oui, je crois qu'il avait une immense culture politique. Et si vous lisez l'un de ces documents ici, vous allez voir comment il parlait de l'Algérie d'après-guerre. Comment il gérait la communication. Il y a de quoi être jaloux au sens actuel du terme. Il disait à ses officiers, une opération militaire dans une guerre comme la nôtre n'a de sens que si elle est portée à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Et il y a un film à faire sur une des opérations, c'est la prise, l'enlèvement de la caserne d'Al-Horan, comment il a fait attaquer une caserne pour ensuite ramasser 17 prisonniers, tout l'armement, il les récupère avec Fadon, en veillant à faire traverser des prisonniers de l'armée française enchaînés par tous les villages pour qu'ils voient que cette armée n'était pas invincible, que cette armée qui brûlait, qui violait, qui agressait, qui humiliait la population, pouvait être à son tour elle-même, être contenue, voire même vaincue par des soldats de l'armée algérienne. À chaque fois qu'il a fait un prisonnier de l'armée française, il a exigé qu'il ne soit pas touché. Il a alerté immédiatement le GPRA pour que lui-même alerte la Croix-Rouge, pour procéder à des échanges, acculer l'armée française à discuter avec la LN, alors que pour l'armée française, la LN n'était pas un belligérant, c'était une bande de voyous, il ne fallait surtout pas leur reconnaître le statut de belligérant. Et bien j'ai trouvé plein de documents où il exige que ces prisonniers soient envoyés ici parce que leur gouvernement engageait leur pays dans un certain nombre d'opérations criminelles comme celui de la colonisation, mais qu'il ne fallait pas leur en vouloir à titre personnel. Et l'armée française, le criminel à Meroche, il y a eu une exécution de l'officier français, une. C'est vrai qu'Ameroche a accepté à ordonner son exécution. Le lieutenant Dubos, qui était d'ailleurs fait prisonnier lors de cette fameuse opération de la caserne de Horan, il a laissé écrire à ses parents quand il était prisonnier, etc. Il a alerté le GPRA qui a arrêté la Croix-Rouge, et paf, arrive cette opération de l'élite où l'armée française avait décidé de déstabiliser les maquis algériens
Et donc, on arrête le lieutenant Hossein Sarhi, un de ses plus fidèles. Je pense d'ailleurs qu'il avait une affection toute particulière pour ce jeune lieutenant. C'est lui qui s'est chargé de la logistique du Congrès national. Hein. Brillant. Léger l'arrête. Il fait savoir, Amir dit, on fait un échange. Vous avez un lieutenant, j'ai un lieutenant, vous lâchez le lieutenant Hossein Sarhi, je relâche le lieutenant du boss. Rien du tout. Mieux, il est torturé à mort, et évidemment Godard et Léger se charge de le faire savoir, et il l'amène à côté de son village, dans la vallée de la Soumane, et ils le font exécuter. Et c'est vrai qu'Amirouche, réunissant le PC du Wilaya, décide de faire exécuter le lieutenant du boss. Mais j'ai retrouvé une lettre qu'Amirouche a faite à la famille de ce lieutenant, qui habitait d'ailleurs ici dans cet arrondissement, dans lequel, madame, monsieur, nous avons le regret de vous informer que votre fils a été exécuté ce jour par un truc. Ne croyez pas qu'il s'agit d'une vengeance brutale. Enfin, il a tenu à justifier, à s'expliquer, à s'associer à la douleur de cette famille. Je ne crois pas savoir, je suis même à peu près certain, parce que j'ai essayé de trouver des traces écrites, il n'y en a pas, que l'armée française ait envoyé une lettre à la famille du lieutenant Sarhi. Alors dans l'affaire, s'il faut voir où est le sanguinaire, où est le barbare, où est le machin, il faut peut-être essayer de regarder d'un peu plus près. Et donc je pense bien qu'il y avait une volonté de communiquer aussi, d'exploiter cette question de l'exécution d'un lieutenant qui a été exécuté à la place de notre lieutenant de la Hélène. C'est la guerre, hein, il ne faut pas non plus, c'est pas des boy scouts. Mais il avait le souci de faire en sorte que la révolution algérienne soit toujours perçue comme étant une mobilisation, la conséquence d'une mobilisation et d'une aspiration populaire. Ces hommes ont arrêté un pasteur, que j'ai connu après 62 parce qu'il est revenu, Lester Griffith. Il l'amène au PC, parce qu'il exigeait à chaque fois qu'un étranger était arrêté, il fallait l'amener au PC. Il m'a dit, il est rentré dans une rage folle. C'est un homme de religion, il a sa religion, nous avons la nôtre. Pourquoi vous arrêtez ce genre de personnes? C'est pas avec des opérations pareilles qu'on mène une guerre populaire, révolutionnaire, etc. Donc il lui a dit, partez. Le lendemain, je vous accompagne. Et le pasteur dit que je peux rester quelques jours parmi vous, coloniseur. Alors je lui dis, je suis resté. Moi, ça ne me pose pas de problème. Il est resté 3 mois. Et puis à un moment, je lui dis, écoutez, c'est difficile, on va subir des pressions, c'est pas facile de travailler des gens qui sont abbés. Le mieux, c'est que vous rentriez chez vous. Il lui dit, est-ce que vous avez subi quelque chose de dommageable avant? Il lui a dit, on m'a enlevé ma montre. Au moment où on m'a arrêté. J'imagine d'ailleurs que c'est pour l'empêcher d'avoir des repères horaires, hein, parce que l'ASM m'a fait ça. Donc je connais un peu plus. Amirouche prend sa montre, il la lui donne au pasteur en question. Je vous jure, quand je l'ai vu en 63-64, il fallait tout lui demander au petit pasteur sur la montre d'Amirouche. C'est la première chose parce qu'il est revenu après. Une fois, il lui a dit autre chose. Il lui a dit, vos hommes ont brûlé ma voiture, mais c'est pas grave. C'est la victime cachot, apparemment. Il lui dit, attendez avant de partir. Il demande à Taram Eugène, il rédige une lettre, il la remet au pasteur, donc avant de libérer, une lettre dans laquelle il alerte la délégation du FLN à New York, où il dit, nous avons arrêté le pasteur Griffith, malheureusement, nous avons brûlé sa voiture, veuillez le dédommager au prix de la voiture, etc., etc. Et donc le pasteur est arrivé, il voit Mahmoud Yazid, avec qui il était en prison, donc la délégation FLN à New York, c'était Yazid. Il lui achète donc une voiture au pasteur. Jamais le FLN n'a eu un retour sur investissement aussi phénoménal. Le pasteur fait 4000 km dans toutes les villes de l'intérieur des États-Unis à dire, partout dans toutes les chapelles, dans tous les regroupements, à dire, nous sommes en train de nous aligner sur une guerre perdue d'avance. J'ai été parmi les maquisards, ce sont des patriotes, c'est une armée populaire, organisée, disciplinée, etc., etc. Et un jour, il entend parler d'un certain sénateur, jeune sénateur qui passait par là, il s'appelait John Fitzgerald Kennedy. Là-bas, on a le droit de parler aux parlementaires. Donc il va le voir, il lui dit, monsieur le sénateur, voilà, je souhaiterais que vous fassiez l'écho de mon témoignage au Sénat américain, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai vu, j'étais avec le chef, voilà comment ça s'est passé.
Et donc, Kennedy lui dit on va se relever 3 fois, et Kennedy a fini par être accompagné à la délégation du FLN à New York. Et c'est comme ça que l'intérêt de Kennedy, devenu président, a été apporté à la cause